Bon, ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et Vincent, on va vous présenter un peu des conséquences ou je dirais des impacts des différentes étapes de chantier de récolte de fourrage, puis aussi des solutions concrètes pour s'améliorer dans ce cas-là. On est des gens de terrain, fait qu'on va essayer de vous amener des solutions de terrain, autant au niveau de conserver le rendement dans le champ, la qualité, puis d'améliorer la pérennité des prairies. Ensuite de ça, ben, au Québec comme ailleurs, on met quand même passablement d'argent dans les intrants, dans tout le travail qu'on fait pour implanter nos prairies. C'est pour ça qu'on pensait que ce sujet-là était quand même méritait, disons, de l'attention puis d'être développé un petit peu plus qu'on le connaît habituellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les impacts qu'on peut avoir sur un chantier de récolte en 5 grands axes. Donc, on a la fauche, la manipulation des fourrages, le conditionnement, on va regarder un petit peu la contamination et puis aussi les effets de la circulation sur les prairies. Donc, la première des choses à regarder, c'est les travaux précédant le semis. Parce que c'est sûr qu'on établit une prairie, on pense toujours à la récolte, à ce qui va se faire une fois que le foin est poussé, mais il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire avant même de semer. Donc, c'est vraiment les travaux qui vont précéder le semis qui peuvent influencer les pertes lors de la fauche, entre autres. Donc, si le terrain comporte trop de dénivellation, bien, on va se causer des difficultés dans toutes les opérations qui vont suivre. Par exemple, si on a un champ avec des dénivellations comme ça, la faucheuse passe sur le dessus, on va faucher trop ras au centre, trop long ses côtés. C'est évident, mais il faut y penser quand on prépare le terrain. Tout ça, il faut réaliser que le rapport entre la hauteur de travail et puis les conditions de champ, c'est important. On va travailler pour faucher, par exemple, de 5 à 13 cm. Là, on en a parlé quand même pas mal de hauteur de fauche. 5 à 13 cm, c'est pas beaucoup. Il faut se rappeler, on travaille dans le champ, on n'est pas sur le béton. Donc, il faut faire bien attention à ce qu'on va faire dans le champ précédant le semis. Donc, préparation du lit de semence, l'épandage des fumiers avec des gros épandeurs qui sont lourds, puis ensuite tous les autres passages qu'on va faire dans notre champ. Donc, un sol qui va être nivelé, que ce soit quand ça va être au moment de semer, ça va nous permettre de garder une hauteur de travail optimale, mais pas juste à la fauche, mais toutes les autres opérations où on veut aller le plus près du sol, mais sans y toucher. Puis si on est capable d'avoir un bon nivellement, on n'est pas obligé de faire de compromis pour un trou puis une bosse, là, comme on dirait dans mon langage. Deuxième point dans la question d'optimiser la fauche, c'est vraiment la hauteur de fauche. On se pose souvent la question jusqu'où on devrait aller, autant vers en haut ou vers en bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faucher plus haut nécessairement amène une qualité supérieure. La base du plant est peu feuillue et beaucoup plus fibreuse que le haut du plant. Il faut se souvenir aussi que la digestibilité de la tige va diminuer avec la maturité, puis celle-là des feuilles va rester constante tout au long de la saison. Ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Puis, rappelez-vous aussi que les 2/3 inférieurs de la tige, c'est la partie la plus vieille du plant. C'est là que le niveau lignien est le plus élevé, puis c'est le moins digestible. En résumé, moins qu'on en a, mieux que c'est. On a un graphique qui illustre très bien la qualité de la luzerne en fonction du pourcentage de feuilles. C'est assez impressionnant de voir avec un pourcentage de feuilles autour de... Oups. Je vais revenir. Si on passe d'un pourcentage de feuilles entre 40 et 30 %, c'est 10 % de feuilles. 10 points de pourcentage, qui représente à peu près 25 % de notre feuillage. Bien, dans ce cas-là, ça représente grosso modo 3 à 4 % de protéines. Fait que de là, l'idée de vouloir garder le plus de feuilles possible, puis nécessairement, pour avoir un bon ratio, bien, le plus de feuillage est dans le haut du plant. À l'inverse, si on fauche trop court, bien, on va avoir une diminution de la qualité du fourrage. On l'avait illustré un peu là, mais en clair, en termes de nos amis américains de valeur relative fourragère, on parle de 5 points par pouce de chaume qu'on va chercher supplémentaire sur le champ de diminution de valeur de qualité fourragère. Ensuite de ça, bien, les graminées comme le mil, le brome et le dactyle sont très sensibles à une fauche trop courte. Puis aussi, M. Mahana en a parlé tantôt, c'est quand on fauche très ras, il y a des chances d'augmenter le niveau de cendre, puis on est plus à risque encore avec une faucheuse à disque qui a un effet de succion dans son travail.
Vous allez me dire, ouais, c'est sûr, mais là, si on fauche plus haut, on va avoir moins de rendement. C'est vrai. Mais jusqu'à quel point? C'est intéressant de voir que dans ces tests-là qui ont été faits au Wisconsin sur un horizon de 3 ans, de 2 ans par contre, de passer d'une hauteur de coupe de 3 à 4 pouces, ça a représenté 0,5 tonnes à l'acre de matière sèche fourrage sur un horizon de 3 coupes. C'est quand même pas si impressionnant que ça, c'est à peu près 12 %. Fait que si je vous dis, ouais, on va perdre 12 % de rendement, peut-être qu'il y en a que ça va vous chatouiller un petit peu. Par contre, si on dit, je vous donne la chance de laisser le 12 % inférieur de qualité sur le champ, je pense qu'on vient de changer la réflexion de bord. Fait que c'est un point à considérer. En fait, de faucher plus bas pour aller chercher plus de rendement, ce n'est pas nécessairement une solution. En plus de la question de la qualité, laisser plus de chaume et de feuilles va vous aider pour le regain énormément pour les coupes subséquentes. On s'entend qu'un plant qui n'a plus de feuilles après ne photosynthétise pas beaucoup. Ensuite de ça, on va diminuer le stress sur nos plants. Il y a déjà assez de stress qu'on ne contrôle pas qui peuvent arriver dans l'environnement de notre champ. Exemple, des maladies, des insectes, des passages de machinerie haute, on va en parler tantôt, les gels d'automne. Si on considère que les stress sont additifs puis que vous allez en rajouter un par-dessus en fauchant trop court, en plus que vous le contrôlez, bien là, on ne s'aide vraiment pas. Puis en plus de ça, on va faucher plus haut, à l'inverse de tantôt, va limiter la contamination puis va aider à accélérer le séchage du fourrage. Ce que la littérature nous dit, dans le fond, c'est que normalement, d'un mélange graminées-légumineuses devrait être fauché entre 3 et 4 pouces. La hauteur de fauche va être suffisante pour nous permettre une bonne ventilation du dessous de l'andain, favoriser un séchage assez rapide. Ensuite de ça, ça va l'éloigner également du sol pour limiter l'absorption de l'humidité du sol par le fourrage. Maintenant, faucher plus haut, est-ce que c'est facile? En général, oui. Sur la plupart des faucheuses conditionneuses ou faucheuses, le réglage qu'il y a à faire, c'est tout simplement, si vous vous imaginez, j'ai la barre de coupe de la faucheuse qui est juste là. On est appuyé sur des patins à l'arrière. On va tout simplement varier l'angle de la faucheuse. On a une photo ici, c'est simplement une bielle filetée. Il y a d'autres machines qui vont avoir un cylindre hydraulique à la même place qui va, lui, actionner ou ajuster l'angle d'attaque de la barre de coupe. Généralement, les compagnies aujourd'hui fabriquent des machines qui vont s'ajuster de l'ordre de 3 à 10 cm. Donc déjà là, à 10 cm, on est dans la gamme, on est dans le minimum là, de ce qu'on recommande, de ce qu'on a vu là. Si quelqu'un voulait aller un petit peu plus haut que ça, on a parfois des demandes des gens qui veulent aller jusqu'à 12 cm, 13 cm. C'est possible sur plusieurs machines que sur le marché aujourd'hui, soit d'ajuster des patins ou de ajouter un patin qui va être surélevé, qui va nous redonner ou qui va ramener notre gamme d'ajustement. Au lieu de 3 à 10, on va être plus, disons, de 8 à 15, par exemple. Donc là, on peut vraiment se relever et puis aller chercher la hauteur que vous voulez vraiment avoir. Au niveau de la suspension, les suspensions sur les faucheuses conditionneuses, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est plus un allègement de la machine. Donc, on veut faucher court, mais pour être capable de faire ça, faucher court ou faucher long, il faut être capable de suivre le terrain. Le système d'allègement ou la suspension sur nos machines, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il enlève un peu de poids du groupe de fauche. La barre de coupe, le conditionneur et toutes les tôles en dénage, parfois, sont dans un même bloc. Donc, tout ça, quand ça s'en va dans le champ, et puis qu'il y a un dénivelé, il faut que ça puisse réagir. Il faut que le système soit assez léger pour flotter par-dessus les imperfections du terrain. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? C'est justement une machine qui va suivre les imperfections du terrain pour éviter que s'il y a une petite bosse, qu'on passe à travers le bosse au lieu de passer par-dessus. Là, il y a un juste milieu à aller chercher quand on va régler les systèmes d'allègement des machines. Ça va être assez léger pour passer par-dessus les bosses, sans être trop léger pour que la machine flotte carrément au-dessus du fourrage qui n'est pas coupé. Donc, ça aussi, c'est des ressorts qui vont s'ajuster. On peut ajouter de la tension ou enlever de la tension sur les ressorts pour avoir le poids optimal qui reste sur le groupe de fauche pour suivre le terrain juste correct. En plus de ça, au niveau de la fauche, on s'entend que le choix du type de machine que vous allez utiliser sur votre ferme est quand même primordial.
Ça va premièrement aller en fonction du type de fourrage à récolter. C'est là qu'on est peut-être un peu plus légumineuse ou graminée, ou on va développer ce point-là un petit peu plus tantôt. En fonction de la capacité de récolte aussi, c'est le fun d'avoir une grosse faucheuse puis de mettre bien du foin à terre en bon québécois. Mais si on n'est pas capable de le ramasser d'une humidité qui fait du sens, M. Mahana en a parlé un peu tantôt, on arrive à la mise en silo puis on a un méchant problème. Fait qu'il faut être capable de gérer ça. Puis à l'inverse, il faut être capable de ramasser, faut être capable d'en mettre assez à terre pour avoir une bonne efficacité de chantier. Fait que les deux paramètres tirent des deux côtés. Puis en cas de compromis, la précision puis le suivi des ajustements vont vraiment prendre encore plus d'importance. Pourquoi je vous parle de ça? Ça, c'est une étude qui date de quand même plusieurs années, 1985. Je n'étais pas vieux. On a comparé une faucheuse à faux avec des rouleaux, une faucheuse rotative avec des rouleaux, puis une faucheuse rotative avec un conditionneur à fléau. Puis on a évalué les pertes sur l'ensemble du chantier, mais à toutes les étapes. Fait que dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on avait des pertes de près de 11 % de matière sèche avec une faucheuse rotative à fléau, puis autour de 9 par rapport à une faucheuse rotative à rouleau, puis 7,5 avec une faucheuse à faux avec des rouleaux. La faucheuse qui était la faucheuse traditionnelle dans ces années-là. Ce qui est important de remarquer aussi, c'est que le plus haut niveau de perte se situe vraiment au niveau de la faucheuse conditionneuse puis du râteau. Au niveau du ramasseur, soit le pick-up de la presse et de la presse comme telle, parce que c'est du foin sec dans ce cas-là, le niveau de perte se ressemble énormément d'un système à l'autre. Par contre, on voit que la majorité des pertes se situe vraiment dans la manipulation des andins. Puis 2 de perte, ça ne paraît pas beaucoup, mais 2 points de pourcentage, mais dans ce cas-là, c'est pratiquement 20 % de plus de pertes que le système précédent de la faucheuse rotative à rouleau. Puis on sait que les pertes sont majoritairement des feuilles. Tantôt, on a parlé d'une perte de feuilles qui pouvait nous amener une chute de qualité assez impressionnante. Fait que je trouvais vraiment intéressant de mettre ça en perspective. Au niveau des rouleaux, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. On a plusieurs différents types de rouleaux. Donc, on a des rouleaux de caoutchouc, on a des rouleaux d'acier, on a des combinaisons d'acier sur caoutchouc. Fait que là, on a quelques images là, des rouleaux de caoutchouc, que ça, on connaît ça depuis des années. Tout le monde a déjà vu ça. Des rouleaux acier sur acier, et puis ensuite, on a acier sur caoutchouc. Le principe, c'est le même, c'est-à-dire qu'on veut pincer les tiges pour essayer de causer une blessure pour aider à ce que l'humidité sorte. Donc ça se ressemble d'un système à l'autre. Là où il y a des systèmes qui se démarquent un petit peu sur le marché, c'est un système comme ça avec des angles qui sont très hauts. Donc le principe du système qui est là, en plus d'avoir 4 rouleaux, mais faisons abstraction de ça, juste d'avoir des angles qui sont très hauts, le principe derrière ça, c'est d'essayer de casser les tiges à intervalles réguliers sans écraser la plante, donc sans écraser les feuilles. Le but, c'est d'essayer de garder l'humidité dans les feuilles, puis de faire sécher par la tige pour essayer de garder les feuilles le plus longtemps possible. Ensuite de ça, on a un autre système de rouleau qui, lui, est complètement à l'inverse, avec des angles qui ont très peu de hauteur. Un système comme ça va écraser tout égal, finalement. Les tiges, les feuilles, tout va être écrasé égal. Donc, vous voyez, c'est des rouleaux, mais avec un principe complètement différent de ce qu'on vient de voir juste avant. Au niveau des performances, maintenant, si je regarde ici une étude qui a été faite en 91 sur la performance des rouleaux conditionneurs. Donc, je vous traduis ça librement de mon meilleur. Donc, c'est des essais au champ de 7 machines, de 7 faucheuses conditionneuses qui utilisent 4 types de rouleaux conditionneurs ont été faits. Le taux de séchage et les pertes de feuilles ont été déterminés. La moyenne de perte de feuilles varie de 5,2 à 5,9 % du total de matière sèche. Les rouleaux de caoutchouc ont eu la moyenne la plus basse, malgré que les pertes dépendaient plus du stade de la récolte ou du réglage du système de conditionnement que du type de rouleau. Le taux de séchage n'était pas affecté par le type de rouleau. C'est ce qui conclut la partie fauche. Il reste 40 minutes. Oui. Pour poursuivre un petit peu dans le chantier de récolte, je voulais vous faire un rappel aussi. On a parlé de qualité de fourrage puis de présence de feuilles tantôt. C'est le tableau qui illustre un petit peu la qualité des feuilles à travers la saison versus la qualité de ce qui est vraiment la tige du plant, du début bouton à la floraison.
On voit qu'il y a vraiment une différence marquée à mesure que le plant avance en maturité. On coupe la protéine brute en deux dans la tige. La NDF ne double pas, mais augmente pratiquement de 50 %. Puis les hydrates de carbone baissent facilement de moitié. Intéressant de voir aussi d'autres chiffres qui nous viennent d'une autre compagnie, que dans le peuplement de luzerne, à quoi ça pouvait ressembler les pertes à la récolte. Ça, c'est de façon, je vous dirais, plus générale. Ce n'est pas nécessairement une étude très ciblée. Avant la fauche, on était à peu près à 45 % de feuilles dans notre luzerne, et après la fauche, autour de 43 %. Fait que dans le fond, au niveau de la fauche, c'est pas là qu'il y a un maximum de pertes. Le maximum de pertes, encore là, se situe vraiment entre la fauche puis la récolte, où ce qui se passe une multitude d'opérations. Mais là, dans ce cas-là, on est tombé autour de 30 % de feuillage. Ça veut dire qu'on a perdu la moitié, je dirais le tiers de nos feuilles. Pas la moitié, mais à peu près le tiers, qui est quand même majeur comme impact sur la qualité. Rendu là, je pose la question, il y a beaucoup de producteurs dans la salle, on devrait dire « Ah, on va arrêter de toucher aux andins, on ne fera plus rien. On fauche, on laisse ça là, puis on ramasse quand ça sera prêt. » Je ne sais pas, au niveau efficacité de chantier, je pense que là, on n'atteindra vraiment pas la cible. Fait que je pense qu'il y a moyen, même qu'il faut continuer de faire du doublage d'andins et du triplage et du quadruplage, de regrouper nos andins pour maximiser l'efficacité au champ et l'efficacité de chantier. Mais je pense qu'il y a moyen de faire les choses comme il faut. Le timing, par contre, de ces opérations-là va varier et de beaucoup. Que vous fassiez du foin sec, de l'ensilage, que vous fassiez des balles enrubannées, du bunker, c'est une autre histoire. D'une journée à l'autre, avec les vents, la température, l'humidité relative, ça peut changer énormément. Fait que là-dedans, il n'y a pas de recette unique. Il faut vraiment que vous trouviez le timing pour chaque journée, chaque champ, chaque culture, chaque chantier. Puis, nécessairement, côté contamination, c'est l'étape qui est susceptible de vous en emmener le plus. Fait que de là, l'importance de prendre les moyens pour faire le travail correctement. Ce qu'il faut se rappeler quand on parle de grouper des andins, c'est qu'un andin qui va être haut puis aéré va finir le séchage plus rapidement. Donc, une fois qu'on a soulevé, on a pris le foin qui est collé sur le sol, là où l'air ne voyage pas vite, et puis qu'on l'a soulevé, puis qu'on l'a exposé à plus de vent, là où l'air voyage plus vite, c'est là souvent qu'on va réussir à accélérer les derniers points, aller chercher les derniers points de séchage qu'on a besoin. Ensuite, l'autre chose aussi qu'on veut se rappeler, c'est que si on prend un fourrage qui est au sol, qui est encore légèrement humide, et puis c'est à ce moment-là qu'on choisit d'aller le chercher, puis avec peu importe l'outil qu'on a choisi pour en donner, s'il reste de l'humidité un petit peu dans la plante, on a moins de chances de perdre des feuilles, de perdre des petits morceaux. Donc, si on y va un petit peu plus tôt, on réduit nos chances de perdre le bon stock, et puis on va accélérer le séchage en même temps. Au niveau de la largeur des andins, c'est un facteur qui a énormément d'impact, puis que vous conditionnez ou pas. Souvent, les andins larges ont été associés à du non-conditionnement. Je pense que c'est une bonne pratique que vous conditionnez ou non. C'est important, par contre, un andin large, là, on parle de minimum 60 à 70 % de la largeur de fauche. Fait que ça, c'est le minimum. Idéalement, ce serait 90-100 dans l'optimum. La plupart des machines permettent à peu près ça, 60-70 %, tout dépendant des marques. Ensuite de ça, c'est des machines un peu plus spécialisées. Faire très attention à la capacité de récolte. On va chercher un taux de séchage plus rapide. Encore là, il faut que la capacité de récolte suive à mesure que l'humidité du foin s'en va. On a un petit tableau ici, c'est une recherche qui a été faite à l'Université du Wisconsin qui montre que des andins qui étaient à 72 % de la largeur de coupe et ont atteint 40 % d'humidité en 6 à 7 heures. Par rapport à la ligne rose qu'on voit, c'était des andins qui étaient à 28 % versus la largeur de coupe, qui ont pris 29 heures pour atteindre le même pourcentage d'humidité. Vous voyez déjà au départ, les 20 premiers points d'humidité, c'était drastique. Une fois que c'était pendu large, l'humidité sort très rapidement. La même étude suggère aussi que l'impact du conditionnement est plus grand lorsque la densité de l'andin est plus faible et puis que les conditions sont bonnes. Nécessairement, cette façon de faire-là finit par avoir un impact au niveau de la qualité nutritionnelle. D'autres études qui ont été faites par la suite, également au Wisconsin, qui sont quand même sur une assez longue période, 3 ans avec 8 répétitions, fait que c'est quelque chose qui est quand même relativement fiable. Les andins larges par rapport aux andins étroits, on avait une dizaine d'heures de temps de séchage de moins qui était requis pour atteindre 65 % d'humidité. Puis on maintenait une meilleure protéine brute. Puis moi, ce qui m'accrochait beaucoup, c'était le profil de fermentation qui semblait meilleur.
comme si le fourrage avait tendance à moins se dégrader et perdre de sucre au champ, puis aller chercher une meilleure ensilabilité. Puis ça, l'amélioration de la qualité, selon Digman, il y a quelques années, dans cette étude-là, c'était dans 60% des cas. Fait que c'était pas une fois sur 3, c'était vraiment la grande majorité du temps. On réussissait à aller chercher une meilleure qualité de fourrage dans le cas d'un andin plus large. Puis dans le fond, c'est simplement que les andins larges, on maximise l'exposition à la lumière, les stomates restent ouvertes un peu plus longtemps, puis la température du matériel augmente plus, fait qu'on réussit à sécher plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Ça semble même l'air bête, mais c'est aussi simple que ça. Là, ce qu'on voit, c'était une étude ici, un petit test qui a été fait par Cornell. Donc, ils ont fauché du foin à 9 h le matin. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu différents traitements. À 9 h, on a eu du foin qui a été mis dans un andin étroit. Ensuite, on a eu du foin qui a été mis dans un andin large, avec les deux ont été conditionnés. On a eu un traitement où c'était une faucheuse qui ne conditionnait pas, dans un andin large, et puis le dernier traitement, c'était un andin étroit, conditionné, qui a été fané. Puis là, on les voit dans l'ordre, là. En haut, complètement, c'était l'andin étroit conditionné qui a séché le moins rapidement. Les deux andins larges, conditionnés ou pas conditionnés, ont séché à peu près au même rythme pour atteindre à peu près 50% d'humidité 5 heures après. Et puis, l'andin étroit conditionné qui a été fané immédiatement après, c'est ce traitement-là qui a atteint le plus rapidement le fameux 50% d'humidité, ou même que dans le même temps que les autres, il y avait quasiment 10 points de moins. Donc, ce qu'on voit là, c'est que vraiment, en profitant au maximum de toute la surface qui est disponible sur le champ, c'est ça qui accélère le séchage. Conditionné, donc il a continué de sécher en plus. Donc, au niveau de quelqu'un qui dirait, moi, j'aimerais ça profiter au maximum d'un andin large, les avantages de cet andin large-là, mais je ne veux pas passer pour une deuxième opération, par exemple, je ne veux pas retourner fané. Bon, mais c'est possible aujourd'hui, il y a plusieurs machines qui existent sur le marché où il va y avoir, que ce soit un éparpilleur ou un épandage large, ou on peut l'appeler de bien des façons, mais c'est ce que ça donne. Finalement, on va être capable d'aller chercher un 90 ou 100% de la largeur de coupe tout de suite au moment de la fauche. Donc, à partir du temps zéro finalement jusqu'à la récolte, on peut avoir une exposition maximale du fourrage en arrière de la machine, sans retourner faire un deuxième passage avec un faneur, par exemple. Ici, une petite photo, j'espère que tout le monde le voit bien, je pense que c'est assez éloquent. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est des andins qui sont irréguliers. Donc, la dépose d'andins, c'est important parce que si on veut avoir un séchage qui est uniforme, ça prend des andins qui sont uniformes. Aussi logique que c'est de dire qu'un andin large va sécher plus vite, mais un paquet va sécher moins vite. Donc, dans le cas qu'on a ici, c'est des paquets qui sont déposés par la faucheuse conditionneuse. Le séchage va être irrégulier, la récolte va être difficile aussi. Parce que toutes les autres opérations qui vont arriver après ça, quand on essaie de passer des paquets, que ce soit dans une presse, dans un endaineur, dans une fourragère, c'est encore pire, ça va donner des problèmes. Maintenant, pourquoi on a ça? Fait que si quelqu'un observe ça dans ses champs, en arrière de sa faucheuse conditionneuse, c'est soit deux choses. Soit que c'est une mauvaise alimentation du système de conditionnement. Donc, le fourrage est coupé par la barre de coupe, puis le fourrage reste sur la barre de coupe avant d'être finalement aspiré par le système de conditionnement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ça se produit? On pourrait penser que ce n'est pas trop grave, mais vous imaginez les couteaux qui tournent 2500, 3000 tours minute, qui vont hacher ce fourrage-là jusqu'à temps qu'il soit assez petit pour soit disparaître ou être finalement absorbé par le système de conditionnement. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est qu'à l'arrière des faucheuses conditionneuses, souvent, il va y avoir des toiles de protection. Question sécurité, les standards demandent de protéger tous les organes rotatifs d'une machine. Donc, c'est peut-être la toile qui absorbe le fourrage à mesure qu'il sort, s'il y en a trop ou pas assez. Donc, ça peut être un petit réglage sur la toile. Des fois, ça peut être une modification maison avec un petit élastique, quelque chose comme ça. À faire attention pour que ça reste sécuritaire, évidemment. Mais ça peut être les deux causes de ce que vous voyez là.
mais ça, évidemment, c'est vraiment pas souhaitable. Au niveau du fanage, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est le potentiel de perte à ce moment-là est assez important aussi, mais c'est surtout avec le timing de l'opération. Pierre-Marc a parlé tantôt du timing de l'endainage, mais le timing du fanage, c'est la même chose. Là, qu'est-ce qu'on voit ici par Savoie? C'est qu'à mesure que ça sèche, donc la ligne du haut, ça se trouve à être la perte de feuilles de la luzerne. La ligne du bas, c'est pour la fléole. Donc, on voit que la luzerne est super sensible à un fanage en conditions sèches. Des fois, il y en a qui vont dire on va passer un petit coup de faneur juste avant de l'endainer pour le presser tout de suite. Bien, qu'est-ce qu'on voit là? C'est peut-être pas la solution idéale. Parce que sur l'autre graphique à droite complètement, qu'est-ce qu'on voit? C'est les pertes en protéines brutes selon l'humidité. Donc, évidemment, on s'y attendait tous. Si on perd plus de matière sèche dans l'uzerne, évidemment, c'est probablement les feuilles qu'on perd, donc notre protéine brute, les pertes de protéines vont augmenter beaucoup à mesure que notre stock est de plus en plus humide. Ce qui nous amène à parler de l'autre étape, qui est le conditionnement. L'influence du conditionnement a parfois, sinon souvent, été remis en cause au cours des 10-15 dernières années. Puis je vais être honnête avec vous autres, en tant que gars de terrain, je me demande pourquoi. Lorsque les stomates des plantes se referment, c'est ça qui va permettre au séchage de se poursuivre. Puis, dans beaucoup de cas, ça permet de doubler la rapidité de séchage. Fait que je ne sais pas c'est quoi le problème de conditionner, parce qu'on gagne toujours du temps, peu importe le fourrage puis les conditions. Puis ce qu'on a vu, c'est que moins ça reste longtemps au champ, plus c'est gagnant. Cela dit, j'arrête mon petit cours de morale. Les besoins varient énormément. Que vous fassiez de l'ensilage, de silo fausse, de silo autour, des balles enrubannées, du foin sec, c'est clair que vous n'avez pas le même besoin. Mais ce petit graphique-là va peut-être vous aider à comprendre la patente en bon québécois. L'ouverture des stomates, ça ne travaille réellement qu'à peu près entre 80 % d'humidité, qui est le taux d'humidité de la plante qui est debout au champ, puis 60 %. Il y a ce 20 % là oui, on peut perdre par les stomates. Ensuite de ça, puis le conditionnement va travailler aussi durant cette période-là. Ensuite de ça, bien, le conditionnement, l'effet du conditionnement et la largeur d'andain va prendre le relais, aller jusqu'à environ 30 % d'humidité. Puis à ce moment-là, bien là, on est pratiquement rendu à faire du foin sec en petites balles carrées comme grand-papa Gérard. C'est vraiment le différentiel de pression de vapeur, dans le fond, la ventilation de l'andain qui va permettre d'éliminer la balance d'humidité qu'il nous faut pour avoir une matière sèche adéquate à la récolte. Les avantages au conditionnement, en préfané avec des andins larges, ça a permis d'atteindre, la majorité des cas, la matière sèche requise chez 4 heures plus tôt que pas conditionnée. En même temps, ça peut sembler basique comme réflexion, mais la même faucheuse conditionneuse peut servir pour faire de l'ensilage puis du foin sec. Parce que la faucheuse elle a un conditionneur. Fait que, à la limite, on peut se servir pour les deux. Puis, la possibilité de faire des andins très étroits, ça peut être un avantage dans un cas de rendement plus faible ou des conditions qui sont vraiment très, très asséchantes, ou les deux ensemble. Fait que dans le fond, la majorité des faucheuses qui n'ont pas de conditionneur n'ont pas de tôle pour ajuster la largeur de l'andin à l'arrière. Mais il y a aussi des avantages au non-conditionnement. Dans certains cas, un taux de séchage qui est plus lent peut aussi être un avantage. Donc, si les conditions sont trop bonnes et puis que ça sécherait trop vite, et puis que la capacité de récolte ne suit pas la capacité de la faucheuse conditionneuse. Donc, si on n'a pas le même rythme, de ne pas conditionner, parfois, ça peut nous retenir autour de notre humidité qui est juste correcte. Le facteur à considérer, c'est le coût d'une faucheuse sans conditionneur, qui est quand même pas mal moins élevé, en plus de l'économie de puissance, c'est-à-dire qu'une faucheuse qui ne conditionne pas va demander 30 à 40 % de moins de puissance qu'une faucheuse conditionneuse de même largeur, par exemple. Donc, au niveau du séchage versus le type de conditionneur, on parle beaucoup de conditionneur à rouleau. Au Québec, on a beaucoup de conditionneurs à doigt ou à fléau, selon comment vous voulez l'appeler. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand on va venir le temps de choisir le bon conditionneur, il faut regarder principalement qu'est-ce qu'on cultive. Donc, le graphique qu'on voit ici, c'est pour la luzerne à gauche.
On voit que les rouleaux ont un léger avantage pour ce qui est du séchage de la luzerne. Donc, un conditionneur à rouleau va nous aider à sécher un petit peu plus vite. De l'autre côté, on voit en graminées où ce que les conditionneurs à doigts ont un avantage marqué sur le séchage du foin de graminées. Mais il faut regarder aussi qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ces machines-là. C'est possible d'aller plus délicat avec un conditionneur à doigts. Et puis, c'est possible aussi d'être plus agressif avec un conditionneur à rouleau. Donc, causer des pertes dans l'usine avec des rouleaux, c'est aussi possible. Il faut faire attention. Il ne faut pas tout mettre ça dans le même paquet. Fait que si on regarde, la plupart des machines aujourd'hui vont nous donner le choix, par exemple, avec un petit levier de vitesse pour ralentir la vitesse d'un conditionneur à doigts, ou des fois, ça peut être simplement par une inversion de poulie qui se fait assez rapidement, qu'on va ralentir la machine, on va ralentir le conditionneur pour causer moins de dommages à nos légumineuses. Il y a également une tôle de conditionnement qui va être sur le dessus, qui va faire qu'on va serrer avec les doigts qui amènent le fourrage, on va être plus ou moins serré, donc plus ou moins agressif par le fait même. Ensuite, sur une faucheuse conditionneuse à rouleau, c'est possible et même souhaitable d'ajuster l'espacement entre les rouleaux puis la pression sur ces rouleaux-là. Donc, on voit sur la photo de droite, on voit simplement une tige avec des filets. Donc, en réglant ça, on va venir ajuster l'espacement. Puis ça devrait être fait selon le volume de récolte, selon la vitesse que vous voulez avancer, selon l'intensité du conditionnement que vous voulez faire. Fait qu'un comme l'autre, on peut causer des dégâts. On va faire un retour quand même assez important sur la contamination qui peut advenir au cours du chantier de récolte. On en a parlé un petit peu tout le long de la conférence. Puis ça, c'était voulu un peu de vous garder ça toujours en background pour que vous ayez toujours ça à l'esprit dans vos chantiers de récolte. Dans le fond, la contamination des fourrages, ça vient de deux sources majoritairement. On a vu dans les conférences précédentes, les particules de sol, fumier, litière, etc., qui peuvent majoritairement nous amener des pathogènes qui peuvent être nocifs pour nos animaux. Puis aussi, le point qu'on oublie des fois, c'est les résidus de la récolte précédente, qui peuvent amener aussi des micro-organismes. Par contre, cette contamination-là, elle risque d'être plus sporadique, je vous dirais, à mesure qu'on va reprendre notre fourrage, peu importe le système de récolte, parce que souvent, ce n'est pas quelque chose qui est constant dans le champ. Ça peut être comme un dessous d'andin qui reste là, ou, comme on voit ici, un tas, si on veut, de foin qui n'a pas été ramassé. Puis on dirait que quand on est dans un champ qu'il y en a, il n'y en a pas juste un, il y en a beaucoup. Tout dépendant de l'expérience de l'opérateur, de l'ajustement des machines, etc. C'est rare qu'on a juste un petit temps de même dans le champ. Souvent, c'est généralisé. Une des tendances qui est assez forte ces temps-ci, qu'on entend beaucoup sur le terrain, c'est que les producteurs regardent pour avoir des groupeurs d'andins. C'est-à-dire pourquoi qu'un groupeur d'andins comme ça serait moins propice à ramener de la contamination? Vous voyez, le suivi du terrain se fait juste là où on ramasse le fourrage. Donc, on est très près de là où le travail se fait. Puis ensuite, on vient ramasser notre fourrage du sol pour l'amener sur des convoyeurs pour le transporter d'un côté ou de l'autre. Donc, on va faire un minimum de travail près du sol. On va dégager le fourrage pour l'amener loin des possibilités de le contaminer. Puis ensuite, bien, les machines, aujourd'hui, même s'ils sont larges, ont des systèmes qui vont permettre de suivre le terrain avec un allègement aussi qui va aider à passer par-dessus les dénivelations dans le champ pour éviter d'amener des particules de sol ou d'autres contaminants sur le terrain. Donc, un suivi de terrain qui se fait tout près de là où se fait le travail, c'est-à-dire on ramasse et puis on garde notre niveau juste derrière, et puis un système de flottaison qui nous permet de suivre le terrain comme il faut pour éviter de rentrer des contaminants dans notre fourrage. Une autre piste de solution qu'on voulait discuter, c'était que la phrase numéro 1 qu'on parle quand on parle d'andin large, c'est « je ne veux pas rouler sur mon foin ». Là, on a regardé un paquet d'avantages qu'il y avait de mettre le foin le plus large possible. Mais là, maintenant, on sait qu'on va rouler dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une des choses qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pneus avec des nouvelles technologies qui permettent vraiment de baisser à un niveau assez bas la pression d'air dans ces pneus-là. Donc, plus qu'on baisse la pression d'air, plus qu'on va avoir une empreinte qui va être large. Donc, si on a le même poids, bien déjà, on a choisi le tracteur le plus léger
pour faire le travail. On a un gros pneu large, donc on répartit le poids sur une grande surface. Donc, si on roule sur du foin qui est au sol, mais qu'on roule délicatement dessus, il y a moins de chances d'aller le rentrer dans la terre. Parce que le foin, une fois qu'il est rentré dans la terre, si on va aller le rechercher, il faut y aller dans la terre. Donc là, c'est encore une source de contamination qu'on a à ce niveau-là. Donc, avec des gros pneus larges, pression minimale, on a moins de chances d'aller pousser notre fourrage dans le sol. Ensuite, quand on va choisir les pneus, les bons vieux Tire Harry, là, comme on disait dans mon coin, là, c'est sûrement pas le meilleur pneu à mettre sur le tracteur qui va aller faucher. Parce qu'on a moins de caoutchouc et puis on a des crampons qui sont très profonds, donc ils vont pousser notre foin vraiment très profond. Puis quand vous allez magasiner des pneus, vous pouvez regarder des données comme ce que j'ai trouvé ici sur le site web de Michelin, tout simplement. Il parle d'une surface d'empreinte de 10% plus grande que le modèle précédent. Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on veut chercher. On va avoir beaucoup de caoutchouc au sol, on va avoir moins de chances d'aller piner notre foin dans la terre, si on veut. Et puis, tant qu'à ça, pourquoi pas? Pourquoi on ne considérait pas un pneu comme ça? Ça, c'est quelque chose qui est devenu pas mal populaire chez les déneigeurs. Parce que pour avoir de la traction sur la glace, ils veulent beaucoup de caoutchouc en contact au sol. Bon, mais dans des applications comme la fauche, peut-être qu'on pourrait considérer ça. Il y en a qui vont me dire, ça, c'est pas pour chez nous. Correct, c'est peut-être pas pour chez vous, mais au moins, regardez-le. Ça, c'est un pneu qui va avoir, quand on le regarde, puis on mesure un peu, tout près de 50% de son empreinte à touche au sol. Donc, très peu de pression au sol. Donc, encore là, moins de chances de rentrer le foin dans la terre. Donc, il va être plus facile à aller chercher. Vincent a donné des très, très bons points. La durée de vie des pathogènes qu'on a nommés tantôt, qui peuvent être dans les résidus ou bien la terre, les particules de sol à la surface, honnêtement, je pense vraiment que ça peut excéder le traditionnel 35 jours. Puis le 35 jours, des fois, on entend dans le champ, si on veut, « Ah, ça fait 35 jours, j'ai mis mon fumier, je peux y aller. » Honnêtement, j'ai cherché du data pour savoir d'où il venait ce 35 jours-là, puis j'en ai jamais trouvé. Si quelqu'un a l'étude qui me l'abrandisse, j'ai hâte de la voir. Mais à mon sens, ça n'a jamais existé. Fait que dans le fond, on peut se rendre à 50-55 jours de durée de vie de ces pathogènes-là. Raison de plus pour y penser durant toute la saison. Au-delà de l'effet sur la santé et les performances animales de ces micro-organismes-là, il y a un énorme effet sur la conservation. C'est sûr qu'on paye pour mettre des inoculants pour avoir un ensilage de qualité, baisser le pH rapidement, avoir un haut niveau d'acide lactique, mais en même temps, il ne faudrait pas essayer de rentrer d'autres bactéries qui viennent contrecarrer ces bactéries-là. M. Mahana, tantôt, a parlé du pourcentage de cendres. Un pourcentage de cendres élevé va souvent, pour ne pas dire toujours, traduire une contamination, pas dire trahir la contamination. Par contre, vous pouvez avoir une contamination avec un niveau de cendre qui est habituel ou qui est dans les normes, si on veut. Il faut comprendre que les niveaux de cendre qui sont publiés présentement, c'est des moyennes. Fait qu'on peut être dans la moyenne puis avoir des problèmes quand même. J'ai eu un cas cet été dans ma région, ça a été très, très sec dans le Bas-Saint-Laurent, contrairement au centre du Québec cet été. J'ai un client qui a appliqué du lisier sur une prairie après la première coupe. Je pense qu'il y a plu à peu près 3 mm à aller jusqu'à la deuxième coupe. En plus, il n'y avait pas beaucoup de volume à la deuxième coupe. Il a travaillé pour le ramasser, il a travaillé vraiment en bas. Mais en toute honnêteté, quand il a soigné ça à ses vaches cet automne, ça a été l'enfer. Puis l'analyse, tout était beau, le pourcentage de cendre, puis l'azote ammoniacal, toute la patente, tout était A1. Sauf que ça ne marchait pas en tout, en bon québécois. Fait que, oui, il faut aussi au niveau de cendre, c'est correct, mais des fois, il faut gratter un petit peu plus pour trouver autre chose. L'effet des cendres sur la qualité nutritionnelle comme telle du fourrage, on n'a pas besoin de chercher longtemps, c'est juste un calcul mathématique. Au-delà de l'histoire de la conservation et des pathogènes, là, si vous avez dans 1000 kg de matière sèche d'ensilage, vous avez 2 % de cendre, ben c'est 20 kg. Fait que c'est 20 kg de matière qui prend la place des nutriments. C'est simplement un effet de dilution. Puis vous avez ici l'étendue un petit peu des dégâts quand on monte vraiment le pourcentage de cendre. Bien, la valeur relative fourragère diminue, puis le lait en kilos par tonne de fourrage va diminuer également. Fait que c'est directement corrélé. Toutes les études pointent vers là. Ça, c'est une parmi tant d'autres, mais tous les chiffres qu'on a comme data s'en vont dans le même sens. Des pistes de solutions. C'est sûr qu'on est au Québec avec une saison qui est relativement courte comparée à
à d'autres États ou provinces où il se fait du lait, puis en plus qu'on a un cadre réglementaire qui est assez serré. Mais je pense qu'il y a moyen de travailler à l'intérieur de ça pour s'améliorer. Juste de valider un petit peu ce que vous faites chez vous ou vos clients au niveau de calendrier d'application des engrais organiques. Idéalement, c'est le moins possible entre les coupes. Ça, je pense que c'est un must. Puis si vous devez le faire entre les coupes, absolument, question d'entreposage, question de temps, question de chantier, le plus tôt possible après la coupe, puis le plus longtemps possible avant la prochaine coupe sera le mieux. Puis, bien entendu, les applications d'automne après la dernière coupe sont les moins susceptibles de contaminer. Ça donne bien. C'est une période habituellement qui est assez sec, puis qu'on est capable de passer un peu partout sans trop briser et créer de compaction. Fait qu'on fait une pierre deux coups. Donc, pour limiter la contamination, il y a plusieurs choses à regarder. Les ajustements des machines, c'est sûr que c'est très important. On veut premièrement vérifier notre hauteur de fauche. Donc, on parle depuis tantôt de relever. C'est sûr que ça va aider aussi à ce niveau-là, parce que si le foin, déjà, il repose sur un chaume qui est plus haut, il va être moins difficile à aller chercher. Ensuite, quand on va y aller avec faneur et râteau, ça va être plus facile également de rester plus haut, de rester loin des imperfections du champ, de rester loin des contaminants qui peuvent être restés sur le champ. Mais après ça, il faut regarder aussi les pick-up, le fameux pick-up de presse puis de fourragère. Ça arrive souvent que ça aussi, quand on veut aller vraiment chercher le maximum, on va aller chercher un peu de sol, de particules de sol à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Des fois, c'est juste un petit détail. Il y en a des fois que je veux partir avec, ils vont partir avec la faneuse, mais que d'habitude, la faneuse est sur le petit tracteur ou sur le gros tracteur, puis là, ben, le tracteur n'est plus disponible. Là, ils vont mettre ça sur un autre sans réajuster la barre de tir. Donc là, ben, nos dents, au lieu d'être à un pouce du sol, là, ils se retrouvent à être sur le sol. Donc, à ce moment-là, on s'attire des problèmes. On sait qu'on va brasser de la terre. Donc, des fois, ça ne prend pas beaucoup de temps de se réajuster, mais c'est important de le faire. Pour faire du pouce un peu sur ce que Vincent vient de dire, que le diable est dans les détails, je pense. Rappelez-vous que les andins larges aussi ont tendance à moins s'écraser au sol. Dans le fond, c'est assez simple. L'andin large, au pied carré, il y a moins de pression, puis il va avoir moins tendance à vraiment atteindre la surface du sol. Autre point aussi, peut-être faire attention aux champs versés. Des fois, on arrive au mois d'août, on a eu des grosses pluies durant l'été avec des vents, des orages, puis il y avait du rendement dans le champ, puis souvent, les prairies de luzerne sont quand même passablement versées. C'est du beau stock. Souvent, on arrive à la deuxième coupe, puis on sait que ça nous le prend tout parce que la première n'a pas été à la hauteur de nos attentes, puis on va aller chercher le maximum. Et des fois, on va chercher tellement maximum qu'on peut entraîner énormément de contamination parce qu'il y a un bon volume de foin qui est vraiment écrasé dans le fond du champ. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à faire vraiment attention. Les types de couteaux, on a entendu beaucoup de choses là-dessus. La plupart des faucheuses conditionneuses à disque que vous voyez sur le marché vont avoir le couteau qui est dans le centre. Là. Ça veut dire qu'on a un couteau avec un léger angle. Là. Des fois, il y a des compagnies qui vont en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, mais généralement, là, 5 à 10, 12 degrés, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on va voir. Ce couteau-là, il y a une job à faire. On parle d'aspiration un petit peu, oui, c'est vrai. Il va causer un petit peu d'aspiration de particules de sol, mais sa job première, c'est une fois que le fourrage est coupé, bien, il faut qu'on le lève pour qu'il dégage de là. J'ai parlé tantôt du foin qui reste sur la barre de coupe, c'est ça qu'on cherche à éviter. Donc, on va être capable, avec un couteau comme ça, d'aider le foin à se dégager. Parfois, il y en a qui vont dire on va mettre des couteaux plats pour éviter d'avoir ce phénomène d'aspiration-là. Mais si on n'a pas l'aspiration, on n'a pas la projection non plus. Donc, si des couteaux plats fonctionnent dans des conditions données un jour, parfait, c'est correct, on peut les mettre. Mais dans bien des conditions, ça va prendre le couteau avec un petit angle. Puis s'il y en a qui disent je vais mettre le couteau plat, je n'aurai pas mon aspiration, mais que je vais mettre des lifters ou des déflecteurs sur les disques pour avoir mon phénomène de lift ou d'aspiration de la récolte, on n'est pas mieux. Ça fait que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on soit capable de lever le foin une fois qu'il est coupé puis de le faire dégager de là. La plupart des machines vont avoir ce couteau-là à angle. Le couteau qu'on voit au fond, c'est un couteau domé, si on veut, qui lui nous donne plus de résistance au choc. C'est sa principale fonction. Il n'y a pas vraiment plus de lift ou moins. C'est vraiment lui, en cas que tu frappes une roche, il va être plus résistant un peu. Dans le bas, c'est l'oreille, il y en a de ça? Oui, il y en a partout. Il y en a partout. L'autre niveau de perte, c'est les pertes par circulation. C'est quand même des pertes importantes, puis c'est souvent des choses qu'on ne pense pas, parce que c'est présent vraiment tout au long du chantier, peu importe l'opération qu'on fait. Mais la plupart de ces pertes-là proviennent du bris des tiges qui repoussent. Ça, c'est vraiment
le facteur numéro 1. Ensuite de ça, il y a les blessures du collet qui nous amènent moins de tiges par plant sur notre luzerne, puis qui sont aussi une porte d'entrée pour les maladies. Puis plus à long terme, moyen terme, c'est vraiment des pertes par compaction au champ. Les pertes sont variables selon, en partant, les espèces. La luzerne est la plante la plus sensible aux pertes par circulation. Par contre, les graminées sont très peu affectées. Un autre avantage pour les graminées. Puis, ultimement, le type de sol, le drainage vont avoir des impacts à différents niveaux au niveau de la compaction. Puis, ce qu'il faut se rappeler là-dedans, le maître mot, c'est plus on retarde après la fauche pour passer, plus les pertes sont importantes. On avait des données avant ça qui nous parlaient de pertes substantielles, puis on disait que c'était 5 à 2 jours après la fauche, puis après ça, c'était 5 par jour suivant. Mais les dernières données qui nous viennent des études américaines, qui sont très poussées là-dedans, nous parlent de 6 par jour. Fait après 2 jours, c'est 12 de pertes dans vos traces pour la coupe suivante. Ce n'est pas nécessairement, par contre, des pertes qui sont toujours à long terme, mais on parle d'un 12 pour 5 jours, puis 30 pour 5 jours. Mais rappelez-vous que quand vous fauchez, le compteur part. Fait que vous finissez de ramasser 2 jours après, vous avez déjà 2 jours de passer, 12 Là, on finit le chantier, 3 jours après, on peine la tank, on s'en va dans le champ. 5 jours, 30 Ça, c'est un visuel de cette fameuse étude-là. Donc, une prairie de luzerne qui n'a pas été roulée, et puis ensuite une qui a été roulée 5 jours après la fauche. Donc, vous voyez, c'est vraiment des pertes qui sont très importantes. Ça nous dit qu'il faut vraiment qu'on vise une circulation au minimum. Donc, il faut qu'on en fasse le moins possible, puis il faut qu'on en fasse le plus possible, le plus vite possible pour minimiser ces dommages-là, finalement. Donc, on ramasse les balles tout de suite, on passe, s'il faut qu'on aille mettre du fumier, on commence par les prairies de légumineuses, etc. Donc, c'est vraiment à faire attention, qu'est-ce qu'on va faire dans le champ une fois que notre récolte est faite, finalement. On parle de circuler au champ aussitôt que possible. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans mon travail de tous les jours. Je l'accorde pas nécessairement la plus belle prairie, par contre, c'est un exemple qui parle beaucoup. Ça, c'est un producteur qui faisait appliquer son lisier à forfait, puis les camions, en plus que c'était des camions, venaient à peu près n'importe quand durant la saison, vider la fosse. Surtout qu'il y avait du temps, ils venaient, ils repartaient. Bien, c'est à cette là que dans ce champ-là, où est-ce que le camion passait, tout ce qu'on voit, c'est du pissenlit. Fait qu'il n'y avait plus rien d'autre, fait que c'est le pissenlit qui prend la place. Puis, à mon sens, en production fourragère, le pissenlit, c'est l'ennemi numéro 1. Fait que, en plus de circuler dans le bon temps, il faut faire attention pour faire de circulation inutile. Faire attention au ramassage des balles. Des fois, on envoie un jeune sur le tracteur puis il s'amuse à virer en rond le plus possible. C'est peut-être pas la meilleure idée. Sortir avec des voyages pleins du champ pour limiter le nombre de voyages, puis aussi éviter le plus possible de circuler dans les prairies qui sont adjacentes au champ où on travaille. C'est sûr que pour réduire les dommages, des fois, il faut... Des fois, on se dit puis on se dédie, comme on pourrait dire, c'est qu'on va parler d'utiliser les plus petits tracteurs possibles pour éviter de causer de la compaction. Et d'un autre côté, on dit aussi éviter les roues doubles. Bon, éviter les roues doubles, c'est parce que si on roule sur le champ et qu'on couvre beaucoup de surface, c'est qu'on va endommager beaucoup de nouvelles petites pousses, finalement. Donc, on sait que c'est un message qui est un peu mélangé, mais c'est quand même la réalité. On veut en rouler le moins possible sur le champ, puis idéalement, on veut le sortir le plus vite possible. Fait que c'est probablement l'idée, c'est numéro 1, c'est, comme tu as dit, pas rouler dans les prairies à côté, d'avoir des bons chemins de ferme. Des fois, quand tu as des champs qui sont longs, une sortie à chaque bout, pourquoi pas, ça vaut la peine de réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour éviter de piloter dans tout le champ. Ensuite, une autre façon de réduire les passages, c'est vraiment de grouper les andins. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, si on a un gros andin, les machines de récolte vont être capables de s'ajuster, tout simplement en diminuant la vitesse. Il y en a qui vont dire des fois, moi je presse et puis le foin s'accumule en dessous de la barre de tir. Il y a sûrement une solution pour ça. Des fois, il y en a qui vont se mettre un petit plastique en dessous du tracteur, quelque chose, mais plus qu'on met de foin, la machine de récolte elle va être plus efficace, de toute façon. Et puis, en plus, ça va concentrer toutes les opérations qui suivent, que ce soit la fourragère avec la voiture qui suit à côté, que ce soit le ramassage des balles. Si tout se fait sur une même ligne, on va écraser moins de terrain tout autour. Donc, c'est quelque chose à considérer, c'est vraiment de faire les andins le plus gros possible
on concentre tout l'ouvrage sur la même ligne. On va finir en vous résumant un petit peu le message qu'on veut que vous rameniez à la maison. L'idée là-dedans, dans ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment de récolter, pensez ce que vous avez au départ dans votre champ, vous avez investi pour ça. Beaucoup du travail de sol, des semences, des engrais. On fait tout ce qu'il faut pour avoir une belle population de champ et du rendement. Puis l'idée, c'est d'aller chercher le maximum de cette qualité-là, de cette quantité-là, pour amener jusqu'au silo. Rappelez-vous que tous les choix qui sont faits là-dedans, avant, pendant la récolte, ont tout un impact. Fait que quand vous envoyez un jeune avec le tracteur dans le champ, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bien fait parce que c'est un jeune. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Puis aussi là-dedans, le dernier point, c'est que les miracles n'existent pas. Chaque facteur pris indépendamment qu'on vous a présenté là, si vous améliorez juste ça chez vous, puis s'il y a d'autres problèmes, ça ne garantira pas le succès. On parlait tantôt de non-conditionnement. À un moment donné, je faisais un peu le parallèle avec ça, avec Vincent. Le non-conditionnement était supposé être la panacée ou bien non, faucher en fin de journée pour avoir plus de sucre. C'est tous des bons points. Sauf que si vous faites juste ça et que le reste ne suit pas, on n'est pas plus avancé. Merci. Vous êtes un excellent public.